Bonjour Camille, bienvenue à notre petite entrevue. Je suis Catherine Lorrain, courtier immobilier avec le groupe Sutton Synergie. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Camille Bourque. Elle est planificatrice financière, donc je vais la laisser un petit peu là, s'introduire pour qu'on puisse apprendre à la connaître, savoir un petit peu c'est quoi là, ton travail. Si tu veux nous parler un peu de toi, de ton parcours, Camille, ce serait super. Oui, ben merci beaucoup de m'avoir invité là, sur ta chaîne. Ça me fait plaisir d'être là puis de répondre à tes questions. J'espère que ça va donner une petite insight là, sur la job de planificatrice. Moi, je m'appelle Camille Bourque, tu viens de m'introduire. Je viens de Trois-Rivières initialement, puis j'ai déménagé à Québec pour les études. Je me suis spécialisée en planification financière à l'Université Laval. Mhm. Puis j'ai été faire mon certificat là, pour le titre de planificatrice financière. Depuis ce temps-là, ben, j'exerce la planification financière dans mon domaine. Je fais, Mhm. entre autres, là, si je devais faire une petite description de c'est quoi le métier, ben, ça englobe 7 domaines des finances, dont le légal et le fiscal, parce que oui, ça va avoir des impacts majeurs sur les finances. Euh, Mhm. Entre autres, le fiscal, c'est l'exemple le plus concret que les gens connaissent bien, là, par exemple, les impôts. Si on reçoit de l'argent ou si on en économise, ben, ça peut aussi jouer sur les finances personnelles. Mhm. Et mon but, moi, c'est de vraiment garder une approche globale. Donc, je vais vraiment prendre en compte tous ces domaines-là, puis je vais les synchroniser avec les objectifs personnels de la personne pour que le résultat final soit ce qu'on veut pour atteindre les objectifs et pas juste ce qui est le plus économe fiscalement parlant ou ce qui est le plus avantageux légalement parlant, mais bien ce qui va être avantageux globalement parlant pour chaque personne. Et là-dedans, ben, ça prend en compte les projets comme par exemple achat d'une maison où Ouais. ce qui va avoir plusieurs choses à prendre en compte, déménager ou vendre sa maison, c'est toutes des choses qui vont avoir des impacts majeurs. Puis là où j'interviens là, avec les gens pour les guider dans le processus. Parfait, super. Donc, toi, c'est vraiment comme un package deal, si on veut dire, là, pour tous les aspects un peu financiers. Puis surtout, tu sais, moi, de mon côté, là, ce qui est intéressant, c'est que surtout l'aspect là, qui est relié à l'achat d'une maison, la vente d'une maison au niveau financier, c'est là qu'on peut entrer là, en- ensemble là, dans la situation d'un client. Là. Exact. Oui, puis je travaille vraiment en collaboration avec les courtiers parce qu'il Mhm. y a quand même beaucoup de choses à voir. Puis, tu sais, je travaille dans 7 domaines, mais je ne suis pas la spécialiste de chacun des 7 domaines. Je suis un peu plus la chef d'orchestre qui va Mhm. mettre le plan puis qui va établir l'objectif puis la direction dans laquelle on veut aller. Et après ça, c'est les spécialistes là, dans chacun de leurs domaines qui vont être vraiment super bons puis qui vont aller chercher le maximum pour ces objectifs-là. Donc, je travaille de proche là, avec les courtiers immobiliers pour tout ce qui est des détails. Parce que je ne sais pas tout, là, je ne connais pas chacun des aspects. C'est toi la spécialiste dans ce domaine-là. Puis, ça travaille ça travaille de façon complémentaire, là, Mhm. si je peux dire. Parfait, super. Puis dans le fond, là, tu me disais que tu étais à Québec, mais la dernière fois, tu me disais que tu offres des services beaucoup plus à distance depuis le COVID, c'est bien ça? Oui, ben en fait, s'il y a une chose positive qui en est ressortie, c'est bien que ça a enlevé les frontières. Mhm. Avant, j'étais plus limitée là, à Trois-Rivières et la région de Ville de Québec. Ouais. Depuis ce temps-là, ben, je fais toutes mes rencontres à distance. On fait des processus là, de signature électronique ou s'il faut vraiment, on l'envoie à la malle ou on se donne un point de rendez-vous où on garde nos distances puis on a en place un système là, pour respecter toutes les normes. Mais tu sais, ça a vraiment enlevé des frontières. Puis là, je suis capable de rencontrer des gens qui étaient avant trop loin de mon secteur ou Mhm. que c'était pas aussi facile là, de les aider. Parfait, super. Au moins, ça donne des choses positives, cette fameuse pandémie. Oui, oui, ben tu sais, il faut se concentrer sur ce qu'il y a de positif parce que sinon, ça va être un petit peu trop déprimant. Effectivement, je suis d'accord. Sinon, dis-nous, ça ressemble à quoi après une journée typique dans un rôle de planificateur financier? Oh! Euh, Paperasse, paperasse, paperasse! Ok. Non, joke à part, là, dans le fond,
Plutôt que journée typique, je vais te faire une évolution du processus avec un client. Ouais. Donc, par exemple, je rencontre quelqu'un qui achète une maison. Ça va être un peu plus commun, là, acheter une maison pour aller déménager dans une nouvelle, par exemple. Mhm. Je vais commencer avec un rendez-vous de découverte des objectifs. Donc, je vais rencontrer la personne soit à distance, soit en personne selon les conditions économiques. Là. Donc, actuellement, ça va être à distance. On se fait une réunion web, comme ça, on discute, je pose des questions, je regarde c'est quoi qu'il veut faire, c'est quoi son objectif, qu'est-ce qu'il envisageait, est-ce que c'était pour l'année prochaine, dans 5 ans, est-ce que c'est pour là, maintenant, c'est urgent. T'sais, si, mettons, on a un délai plus long, il y a plus de stratégies qu'on peut faire pour préparer l'argent, pour éviter des pièges. Donc, je vais vraiment poser toutes ces questions-là. Je pars sur toute sa situation financière. Je vais regarder tous les placements, les couvertures en assurance, le régime collectif à l'emploi, qu'est-ce qu'il veut faire à la retraite. C'est quelque chose que je pose même si la personne elle a juste 20 ans, là, parce que ça me prend une cible. Si la personne me dit c'est à 40 ans, je veux prendre ma retraite, c'est comme OK, commence tout de suite. Là. Ouais. Fait que c'est des choses comme ça, je vais tout poser, puis je vais passer au travers de la situation au peigne fin. Après ça, de mon côté, moi, je vais faire une analyse. Donc, je vais regarder la situation, qu'est-ce qu'on peut optimiser en fonction toujours de ses objectifs. Je sais que je me répète, là, mais c'est comme vraiment essentiel. Là. C'est du cas par cas, puis c'est très personnalisé. Donc, après ça, je passe au peigne fin, j'établis les stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est voici nos options, voici le résultat. Puis, je rencontre la personne à nouveau, puis je lui propose, je lui dis, regarde, on pourrait faire ça, on pourrait voyager de telle façon parce que c'est comme un voyage, en fin de compte. Au début, on détermine la destination. Après ça, on détermine le moyen de transport. Après ça, combien de temps on va partir. C'est vraiment similaire. Là. C'est exactement ça que je fais sur un processus un petit peu plus compliqué. Là. Mais vraiment comme ça. Puis, une fois qu'on a décidé quel était le plan qui était le plus adapté, là, après ça, c'est de le mettre en action. Donc, là, après ça, c'est paperasse, paperasse, paperasse. OK. Super. Puis après ça aussi, j'imagine que tu réfères, c'est ça, aux autres professionnels, comme tu me disais, selon les objectifs de la personne. Exemple, si tu achètes une maison, là, ça serait avec un courtier immobilier, blablabla. Fait. Exact. Si la personne me dit, tu sais, moi, je pose tout le temps la question à la personne, est-ce qu'il y a des achats importants qui s'en viennent? Puis, des achats importants, pour certains, ça va être acheter une maison, pour d'autres, ça va être d'acheter un skidoo. Ça peut être très, très différent, là, mais en général, ça ressort là, à ce moment-là. S'ils veulent acheter une maison, ils vont me le dire là. Puis si moi, je leur demande tout le temps, est-ce que vous avez un courtier? Comment est-ce que vous faites le processus? Puis je vais toujours recommander d'aller chercher un courtier hypothécaire, là, parce que, un courtier immobilier, courtier hypothécaire, parce que il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas dans le domaine. Même moi, je n'irais pas magasiner une maison seule sans avoir un représentant parce que je sais pas quoi regarder, là, tu sais, c'est comme aller acheter un char quand tu connais pas rien du tout, là. Comment tu sais que ça va vraiment répondre à tes besoins? Je préfère avoir quelqu'un là, de spécialisé là-dedans. Fait que ça va être toujours quelque chose que je vais recommander. Puis, si je fais un petit parallèle, c'est pas uniquement dans le domaine des maisons, mais aussi dans le légal. Si quelqu'un est en train de s'incorporer, je vais recommander un avocat. Si il y a une situation fiscale complexe, je vais recommander de ne pas faire ses propres impôts, de les faire par un professionnel comptable ou fiscaliste. En fait, il n'y a pas grand personne qui pourrait faire leurs impôts eux-mêmes. C'est toujours recommandé de prendre un comptable. Mais il y a des situations qui sont vraiment fortement suggérées. OK, parfait. Les 7 domaines ont chacun leur spécialiste, puis je vais aller référer en fonction des besoins de la personne. Parfait, super. Puis, dis-nous sinon, c'est quoi que tu aimes le plus dans ton rôle de planificateur financier? Oh! Ce que j'aime le plus, c'est que chaque cas est différent. Toutes les situations sont vraiment différentes. Deux personnes qui veulent acheter pas la même maison, là, mais qui veulent acheter une maison similaire, ne vont pas se rendre de la même façon. Il y en a une, son objectif, ça va être de l'acheter puis de relouer la maison par après. Ah, là, c'est pas pareil. Il y en a l'autre, elle veut l'acheter, mais elle veut l'acheter juste dans 5 ans. Elle veut l'acheter dans 6 mois. L'autre, son prêt est déjà autorisé, elle l'achète là. Il y a tous les plans, tous les objectifs sont différents, les façons de l'atteindre sont différentes. Fait que chaque personne que je rencontre, pour moi, c'est un nouveau défi. C'est vraiment quelque chose qui me reste, qui me garde réveillée le matin. Là, c'est ça qui me motive parce que moi, faire des choses répétitives, là, c'est vraiment pas ma force. Là.
comprends. Ben, tu sais, c'est un peu comme aussi, tu sais, chaque client est différent, chaque client a un exemple, un secteur où il veut acheter ou un type de propriété. Fait qu'effectivement, là, nos deux jobs sont similaires à ce niveau-là. Chaque client est différent et ont des besoins différents. Fait qu'effectivement, on s'ennuie pas. Donc, ma prochaine question. À quel moment tu peux intervenir dans une transaction immobilière? À quel moment? Je dirais, il n'y a pas de moment précis. Je peux intervenir pas mal dans toutes les étapes. OK, je donne un exemple. La personne, si elle est encore au stade de planification, qu'elle ne sait pas quelle maison acheter, on ne sait pas quand, bien là, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Mais ce que je peux faire, je peux quand même aider la personne. Puis là, ça va être au niveau de la mise de fonds. OK. Principalement, on sait qu'on veut acheter une maison, donc on doit libérer certains fonds. Donc, on doit s'assurer que les placements qu'ils ont actuellement peuvent permettre un retrait pour la mise de fonds sans pénalité et de façon là, pas risquée parce qu'on ne veut pas avoir subi une perte sur le marché boursier à cause d'un retrait. Là. Ouais. Donc, à ce moment-là, je vais positionner les placements pour garder une portion qui va être disponible ou la totalité du placement, ça dépend encore du profil, là. Mais je vais ajuster les placements en fonction pour que la mise de fonds puisse être retirée de façon adéquate. OK. Si la personne sait déjà quelle maison, comme moi, c'est celle-là sur le coin de la rue, elle vaut 350 000, puis j'ai tant de disponibles qui pourraient être utilisés, puis tu sais, elle sait déjà un petit peu où ce qui est rendu, bien là, c'est plus facile, là, il y a plusieurs stratégies. Donc, on va regarder, OK, est-ce qu'on fait un RAP, est-ce qu'on fait un prêt REER, est-ce qu'on retire du CELI, qu'est-ce qu'on fait comme pour retirer la mise de fonds, pour la libérer, dans le fond? Est-ce qu'on met 5 ou 20 Donc, en ce moment, là, en ce moment, selon les conditions du COVID, c'est mieux de mettre 5 que 20 étant donné la croissance qu'on obtient sur le marché. Et en période régulière, là, on va faire des comparaisons parce qu'on n'a souvent pas des aussi grosses croissances prévisibles là, comme qu'on a actuellement. Donc, on va comparer est-ce qu'on met 5, est-ce qu'on met 20, 10, qu'est-ce qui vaut la peine, puis pourquoi aussi, parce que ça va varier selon chaque personne. Donc, je vais faire ces calculs-là avec la spécialiste hypothécaire. Puis, après ça, on va établir quand est-ce qu'on les retire, comment est-ce qu'on les place. Je peux aussi aider à référer là, des professionnels là, pour ce qui est du prêt hypothécaire, pour du courtier immobilier. Donc, là, je vais intervenir. Puis, où je vais aussi aider avec le fonds d'urgence. Donc, une personne qui s'achète une maison, c'est très important qu'elle se garde. C'est mon chien. Deuxième apparition depuis que je fais mes trucs à distance. Bon, là, il est reparti dormir. Petite parenthèse, tout le monde, voici chat. Bon, fait que je continue. Oui. Où est-ce que Ben, dans le fond, tu me disais que tu peux intervenir pas mal n'importe quand dans une transaction, puis que tu peux aider surtout les gens à planifier la mise de fonds, puis c'est combien on met. Ouais. On n'est pas toujours obligé de mettre un 20 là, c'est ça. Des fois, c'est mieux de mettre moins et de se garder de l'argent pour la placer ou pour d'autres projets, là, j'imagine. Exact. Oui, parce que quand tu la places quand tu l'investis dans ton prêt hypothécaire, le prêt hypothécaire, c'est un contrat fixe. Donc, tu es certain que tu vas économiser, exemple, 2,5 ou 3 sur ton prêt hypothécaire en augmentant ta mise de fonds. Mais cet argent-là, je n'est pas disponible. Là. Ça va prendre plusieurs années, il va falloir que tu réhypothèques, puis c'est pas facile. Fait que cet argent-là, il ne faut vraiment pas en avoir besoin. Il faut considérer les options, puis c'est là que c'est du cas par cas, puis que c'est tout le temps différent selon les personnes. Il y en a que ça va valoir la peine, il y en a d'autres que ça ne vaudra pas la peine. En ce moment, on est mieux de la mettre sur le marché, sur le marché boursier. Puis là, je m'en venais au fonds d'urgence. Quelqu'un qui achète une maison, il va avoir des frais. Là. Il va avoir des frais de notaire, il va avoir des frais de déménagement. Ça entraîne beaucoup plus de frais des fois que les gens pensent. Donc, je vais aussi aider là, pour dire, ben ça te prendrait au moins X de côté pour les frais supplémentaires. Après ça, il faut au moins se garder un fonds d'urgence parce que là, vous achetez une maison, c'est pas pareil, ça augmente vos coûts mensuels. Donc, on pense qu'on est capable, mais des fois, on sous-estime nos dépenses personnelles. Ouais. Et donc, je vais aider avec ça pour dire, regarde, tu sais, pour l'instant, il faut se garder tant de côté puis on n'y touche pas. Là, puis on garde ça juste au cas où que ce soit trop serré les premiers mois d'adaptation en maison. Ouais. Souvent, on pense qu'on a tout couvert. Finalement, on se rend compte que oups, ça prendra un nouveau meuble ou oups, il faudrait peut-être refaire ça ou finalement, il y a telle chose à changer, des rénaux surprises ou il peut arriver plein de choses. Là. Donc, le fonds d'urgence, garder l'argent liquide, rester prudent, ajuster le profil puis faire un suivi là, après ça périodiquement. OK.
Parfait, super. Puis, oui, c'est ça, on n'a pas parlé d'assurance vie pour l'hypothèque. Tu sais, souvent, on entend que la banque, là, avec le prêt hypothécaire, va en offrir une. Dis-nous donc un peu ce que tu penses là, à ce sujet-là. OK. Ben écoute, ma philosophie, moi, c'est qu'il y a toujours un produit qui va fitter puis qui va être idéal pour chaque personne. Mhm. Par contre, l'assurance hypothécaire, c'en est une qui n'est pas idéale pour la majorité des gens. Il n'y a pas de cas absolu, là. Ce n'est pas 100%. Je parlerai des cas pour qui c'est bénéfique après, là, mais d'abord, je vais parler de la majorité. Le produit d'assurance bancaire, il est décroissant. Donc, ça veut dire qu'à chaque année, tu as un petit peu de ton montant d'assurance qui diminue. Mhm. Mais ton coût d'assurance, lui, demeure le même. Donc, tu continues de payer ton montant que tu étais censé payer, mais ta couverture totale, l'assurance, elle diminue. Maintenant, le profil général des personnes qui achètent une maison, on va souvent être en croissance de besoins qu'on appelle. Donc, on vient d'acheter une maison, il va peut-être avoir un agrandissement au niveau de la famille. On commence à être un peu plus stable au niveau de l'emploi, on prend un peu plus, soit on grimpe dans les échelons où le salaire augmente, ou on va être en phase de développement puis de croissance. Et donc, ce n'est pas une phase où les besoins en assurance vie diminuent. C'est vraiment une phase où les besoins augmentent, puis ils vont augmenter à chaque année. S'il y a un enfant qui s'ajoute, ben les besoins en assurance vie augmentent. Là, il faut prévoir qu'est-ce qui va arriver en cas de décès pour l'enfant, qu'est-ce qui va arriver avec la maison. Est-ce que s'il n'y a pas d'assurance vie, elle va devoir être vendue? Par qui? Pourquoi? Quand? C'est toutes des choses. Donc, c'est vraiment pas une phase où c'est bon d'avoir une assurance vie qui décroît. Mhm. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, j'ai rarement vu une assurance bancaire, hypothécaire, là, décroissante, qui coûtait moins cher qu'une assurance vie fixe. Et donc, si ça te coûte moins cher, prendre une assurance vie fixe, pourquoi t'en prendrais une décroissante? Donc, c'est aussi ça à voir, mais souvent, les gens ne le savent pas. Ils vont à la banque, ils vont faire leur prêt, puis en même temps, on leur offre une assurance hypothécaire. C'est comme en même temps, c'est facile, il faut juste rajouter une ligne de Facile de signer, de pas trop savoir dans quoi on s'embarque, mais c'est ça, en consultant un planificateur financier comme toi, ben ça peut justement nous ouvrir des options auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé, puis on ait dans le fond accès à un meilleur produit pour moins cher en plus. Là. C'est ça, exact. Puis le troisième point aussi, qui va peut-être chercher un peu plus les gens, là, c'est que dans le fond, ton prêt hypothécaire, il va être bon pour, en général, 5 ans ou 3 ans selon ce que tu as choisi. Mettons, c'est 5 ans. Ça veut dire qu'à tous les 5 ans, ton taux hypothécaire va changer. Soit tu renouvelles avec la même banque, soit tu vas magasiner un petit peu pour essayer d'avoir un meilleur taux. Ouais. Si tu veux magasiner, peut-être aujourd'hui tu ne veux pas, mais peut-être dans 5 ans, tu vas te dire, hey, crime, il y a eu une pandémie, puis les taux ont vraiment tout baissé. Je voudrais magasiner mon taux hypothécaire pour le faire diminuer, puis ça vaudrait la peine. Mais si tu as pris une assurance hypothécaire, une assurance donc qui est reliée à ton prêt, en changeant ton prêt, tu dois aussi changer ton assurance. Et là, il ne faut pas oublier 2 choses. On est 5 ans plus tard, donc forcément, on a vieilli de 5 ans. C'est un petit peu inévitable. C'est ça, les statistiques le démontrent qu'il n'y a personne qui y échappe. On vieillit tout avec les années. Oui. Donc, après 5 ans, tu vas avoir vieilli de 5 ans, ce qui veut dire que la nouvelle assurance, ça va être basée sur 5 ans plus tard. Et donc, le prix va avoir augmenté pour l'assurance. Maintenant, il y a des changements au niveau de l'état de santé. Ça peut augmenter le prix aussi, puis faire augmenter la prime, donc payer plus cher à la fin du mois. Ça peut faire en sorte que changer ton prêt hypothécaire, tout d'un coup, ça ne vaut plus la peine. Alors que tu pourrais avoir un taux beaucoup moins cher, mais à cause de l'assurance, C'est tellement cher. qui est tellement simple que finalement, ça ne vaut plus la peine. Fait que la geler au début, puis la séparer du prêt, ça te permet de garder de la flexibilité où tu peux changer ton assurance si tu veux, puis tu peux changer ton prêt si tu veux, sans que les deux aient de l'impact un sur l'autre. OK. Et donc, ça garde les portes ouvertes. C'est tout le temps mon but, c'est qu'à long terme, on se garde le plus de portes ouvertes pour s'adapter aux imprévus, pour s'adapter aux changements. Effectivement. Que les plans demeurent dans le temps. OK, parfait. C'est sûr, ouais, on peut jamais tout prévoir. Puis, acheter une maison, exemple, ou un immeuble, c'est sûr que ça vient avec des imprévus, là. Fait qu'effectivement, ouais. Fait que je reviens, si tu me permets, je vais prendre juste 2 minutes. Donc, comme je disais, l'assurance décroissante hypothécaire, il y a certains cas où elle est bénéfique. Et pour certains cas-là, c'est des gens qui ont déjà pris l'assurance hypothécaire à un moment où ils étaient en santé et qu'aujourd'hui, ils sont rendus
où ce qu'ils ont eu des ajouts des problèmes de santé, des diagnostics, des maladies ou des opérations, des choses qui se sont rajoutées, puis ça a rendu la situation là, un petit peu plus compliquée, bien là, prendre une nouvelle assurance à ce moment-là pourrait coûter plus cher que de maintenir l'ancienne. Ouais. Et donc, pendant leur durée de prêt hypothécaire, ça se peut que pour ces personnes-là, ça leur coûte moins cher de payer la surprime, de payer le coût de l'assurance décroissante, qui était un peu moins cher à l'époque, mais qui aujourd'hui est rendu moins cher par rapport aux problèmes de santé qui se sont rajoutés. Donc ça, c'est vraiment les cas là, de personnes que ça vaut la peine pour eux de conserver leur assurance hypothécaire. OK, parfait. Fait que c'est bon de voir qu'il y a quand même des cas que ça peut être bénéfique, là. C'est pas... En général, dans la vie, là, il n'y a rien qui est complètement noir ou blanc. Tout est une série de gris. Fait que c'est comme ça pour l'assurance hypothécaire. Parfait. Super. Puis, dis-nous donc, est-ce qu'il y a des frais pour tes services? Ben non, il n'y a pas de frais pour mes services dans le sens où le client ne paiera pas pour mon expertise. Moi, c'est rémunéré en fonction des actifs que je gère. Donc, ça va être, si je fournis des bons conseils puis la personne veut faire affaire avec moi, c'est là que je vais être rémunérée, soit par la compagnie, soit par un pourcentage sur le placement. C'est comme ça dans les banques, c'est comme ça dans le domaine, dans le secteur privé. Dans le fond, ben, moi, je suis dans le secteur privé. C'est comme ça dans les banques et dans les cabinets. Donc, c'est de la façon que je suis rémunérée. Pour me rencontrer, ça coûte rien du tout. Là. Je suis pas, je charge pas de frais de consultation. Là. C'est ça. Parfait. Super. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire affaire avec toi. Absolument. Absolument. J'essaye tout le temps de rendre la situation de chaque personne la plus efficiente puis d'aller chercher le plus d'argent qu'on peut économiser parce que l'argent qu'on investit ou qu'on place ou qu'on dépense, on peut juste la dépenser une fois. Donc, où est-ce qu'elle va? Ben, c'est un petit peu ça que j'essaye de regarder. Parfait, super, c'est bon. Puis, ben dans le fond, c'est ça. Peut-être nous résumer, en fond, c'est quoi les avantages de faire affaire avec un planificateur financier? Oh, ben je pense que pour répondre à cette question-là, on peut réécouter notre petite entrevue ainsi que tes questions. Je pense qu'on a passé là-dessus surtout, mais le point à retenir, je dirais, c'est que chaque situation est différente. Puis, j'ai étudié 4 ans dans le domaine, je me suis spécialisée là-dedans. Donc, j'ai vraiment à cœur l'intérêt des clients. Puis, je pense que ça, c'est un gros avantage. C'est vraiment avoir un représentant pour chaque personne dans leur situation personnelle, puis je les suis, puis je vais les accompagner à long terme. Puis moi, mon but, c'est vraiment de garder une relation avec le client ou la cliente pour maintenir ça, puis que je puisse les suivre au travers du développement de leur projet. Donc, pas juste on achète une maison aujourd'hui, puis demain, c'est fini. On achète une maison aujourd'hui, après ça, je suis qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des enfants qui se sont rajoutés, est-ce qu'on réhypothèque. Je vais vraiment les suivre sur le long terme, puis voir le développement de tout ça. Voir le plan qui demeure, puis qui est solide. Les accompagner, c'est vraiment mon objectif. Fait que je pense que ça, c'est un atout aussi pour chaque personne, puis qu'il soit au courant, je pense que c'est bien. Là. S'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment ça. Là. Je suis là pour travailler pour les clients. OK. Fait que c'est sûr que c'est vraiment intéressant pour un client de faire affaire avec un planificateur financier, surtout que, tu sais, il n'y a pas de frais directement pour le client. Je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que c'est un peu comme avoir un courtier hypothécaire, avoir un courtier immobilier. C'est toujours bon d'être accompagné par le professionnel du domaine dans lequel on veut aller là, pour faire une transaction ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un plus, moi aussi, selon moi. Là. Exact. Puis toi, tu dis ça, tu sais, là pour moi, mais merci beaucoup. On prête pour notre paroisse. Oui, effectivement, mais moi, quand je rencontre mes clients, je dis la même chose des courtiers hypothécaires, des courtiers immobiliers, je sais pas pourquoi je dis tout le temps courtier hypothécaire. Je dis tout le temps la même chose des courtiers immobiliers, tu sais, que c'est bon là, d'avoir un spécialiste là, pour regarder les secteurs. Je parlais avec quelqu'un, là, puis il me disait ah, ben telle place, c'est une zone à inondation. Je suis comme ah ouais, mon Dieu, je savais pas, tu sais, c'est plein de petites affaires comme ça qui sont vraiment intéressantes à savoir, mais il faut prendre le temps d'écouter. Là. Oui, puis de se renseigner, effectivement, là, c'est le best. Ouais. Ben parfait, super. Je pense que ça fait pas mal le tour pour mes questions. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou on a fait le tour pas mal?
Oui, quand même, on a fait le tour. Ben écoute, je pense que j'ai rajouté mes petits commentaires là à mesure. J'espère que je me suis pas trop emportée. Bon, Mais je pense que j'avais fait tous les points importants. Puis, tu sais, si jamais tu as d'autres questions ou si les gens qui nous écoutent à distance là, ont d'autres questions, ils peuvent toujours communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de parfait. répondre à leurs questions. Super. Je mettrai un lien vers ta page, comme ça tu vas être facile à rejoindre. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci. C'était un plaisir de discuter avec toi. C'était super intéressant. Puis, j'ai hâte de suivre tes prochaines capsules aussi. Ben, parfait. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Fait que, au plaisir. Au plaisir. Bye bye tout le monde. Bye bye.